Et nous allons poursuivre sur le secteur maintenant un peu plus jeunesse avec différents intervenants. Je vais inviter à prendre place Hugo Huet, président du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, Elno Herrieux, membre du CESE, Sarah Biche, vice-présidente du CNAGEP, et puis David Cluzot, DG d'Exopé. Je vous laisse, messieurs, dames, vous installer tous les quatre pour vous prêter au même exercice que les précédents intervenants, en quelques minutes arriver à nous dresser un peu le portrait que vous faites aujourd'hui des politiques jeunesse en France, les enjeux vraiment fondamentaux que vous repérez, et puis une action concrète que vous pourriez vouloir mettre en œuvre. On va commencer avec le président du COJ, Hugo Huet, conseiller municipal également délégué à la jeunesse à Asnières-sur-Seine. Je rappelle donc le COJ, commission administrative consultative placée auprès du Premier ministre. Vous contribuez à la coordination, à l'évaluation des politiques publiques relatives à la jeunesse de 16 à 30 ans, à l'insertion des jeunes, à l'éducation populaire, au dialogue entre les acteurs concernés par ces politiques. Ça fait 8 mois, c'est ça que vous êtes en fonction. Quel est votre rapport d'étonnement de ces 8 mois, même si c'est un sujet que vous connaissez d'avant, notamment par votre mandat d'élu? Quel constat vous faites aujourd'hui? Alors, vaste sujet, pardon. Merci déjà à l'ANASEJ pour cette invitation. Alors moi, je voulais commencer sans casser l'ambiance par un étonnement alors qui ne date pas d'il y a 8 mois, mais plutôt d'il y a quelques jours. Je ne sais pas si certains d'entre vous écoutent la matinale de France Inter. Il y a une semaine, un débat sur la gérontocratie. Est-ce que la France est devenue une gérontocratie et s'opposer deux intervenants, dont l'un, Maxime Sbailly, qui est un économiste qui travaille beaucoup sur ça et qui a mené une étude qui aboutit à la conclusion suivante. Pour la première fois en 2025, plus de 50% de la population française qui vote a plus de 50 ans. Et alors, quand on rentre dans le détail, en fait, il trouve que 17%, que les 18-30 ans représentent 17% du corps électoral, alors que les plus de 60 ans en représentent 2 fois plus, 35%. Non pas pour casser l'ambiance, mais pour vous dire que le sujet, c'est peut-être non pas de voir comment nous, acteurs des politiques de jeunesse, pouvons porter un certain nombre de sujets, un certain nombre d'actions, mais de voir quelle est la capacité ou en tout cas la volonté des responsables publics à porter et à changer les choses dans cette voie. Je crois qu'il y a, considérant ces rapports de force, puisque ce sont en fait des rapports de force, quelque chose de nouveau, un nouveau logiciel à porter, un nouveau modèle, probablement un nouveau contrat intergénérationnel qui devra être établi parce que, en l'état, malgré la bonne volonté de certains politiques qui peuvent aussi agir hors de tout intérêt électoral, le vent ne souffle pas dans le sens des enfants et des jeunes, et donc il y a quelque chose de nouveau à inventer, je le pense. J'ai peut-être des enjeux que le COJ a identifié. Aujourd'hui, le COJ, en tout cas depuis 8 ans, puisque le COJ est une instance qui existe depuis 8 ans, il y a 3 enjeux très transversaux que le COJ a identifiés et qui devraient permettre normalement de répondre à un certain nombre des préoccupations que se posent les jeunes dans notre pays. Le premier, c'est celui de l'orientation scolaire. Parce que aujourd'hui l'orientation scolaire est vecteur d'un certain nombre d'inégalités, poursuit des inégalités et empêche certains jeunes d'accéder à leurs ambitions par autocensure, etc. Parce qu'il y a des enjeux économiques aussi. Des jeunes mal orientés, c'est des jeunes qui ne trouvent pas un emploi après, c'est des jeunes qu'on peine à insérer. Et puis, de façon générale, c'est aussi empêcher les jeunes d'avoir des perspectives et de croire dans un avenir qu'ils trouvent souhaitable. L'information jeunesse, c'est le deuxième point. Il y a 2 enjeux à l'information jeunesse. Le premier, c'est que les dispositifs qui sont mis en place par les collectivités, par l'État, atteignent leur cible. Aujourd'hui, il y a une multitude de dispositifs, notamment dans le champ de l'insertion, qui existent. Or, et là c'est plutôt ma casquette d'élu local qui parle, les jeunes face à l'information jeunesse sont très vite perdus parce que l'information jeunesse elle vient de partout et en même temps de nulle part. Toutes les collectivités, un certain nombre d'associations, d'organismes publics développent leur propre information jeunesse
et c'est très compliqué en termes, pour des jeunes de s'y retrouver. Le réseau Info Jeunes France fait un travail important sur ce sujet, mais c'est clairement un sujet qu'on identifie comme prioritaire dans les mois à venir. C'est aussi un enjeu évidemment de prouver aux jeunes que la politique, que l'engagement, ça peut avoir un impact. Quand on dit aux jeunes que s'engager au niveau local, c'est après pouvoir mettre en place un certain nombre de dispositifs qui les touchent, ça passe aussi par de l'information, parce que s'ils connaissent pas ces dispositifs, ils ont juste l'impression que les politiques sont là pour parler, mais pas pour agir. Face à ces deux constats, il y a un sujet qu'on aborde peu en matière de politique de jeunesse, qu'on aborde beaucoup par ailleurs, c'est celui de l'intelligence artificielle, qu'on a souvent tendance à analyser sous le prisme du risque. Mais on pense au COJ, et c'est certainement un travail que l'on traitera dans les prochains mois, que l'intelligence artificielle a un certain nombre de réponses à apporter en matière de politique de jeunesse. J'ai parlé de l'orientation. En termes d'information jeunesse, évidemment, pour assurer une information facilitée aux jeunes, un point d'accès plus simple, et puis une orientation aussi qui aujourd'hui a besoin d'outils de ce type, parce que si l'éducation nationale ne s'en dote pas, c'est juste le privé qui développe des offres à foison dans ce domaine, alimentant encore davantage un certain nombre d'inégalités. Donc deux priorités, en tout cas deux enjeux que vous avez repérés. Il y en avait un troisième ? Il y en avait un troisième, c'est évidemment celui de la participation des jeunes. Et là, ça me permet de faire le lien avec le travail que le COJ mène actuellement sur la situation des jeunes dans les Outre-mer. On a mené pendant plusieurs semaines une consultation auprès de 2650 jeunes ultramarins qui ont clairement fait de la participation un enjeu clé pour leur satisfaction en tant que jeunes vivant dans des territoires d'outre-mer. L'ANACEJ a largement participé à ces travaux, notamment dans le cadre de l'IJOM, donc la structure qui rassemble des conseils de jeunes ultramarins. Et tous ces jeunes, qu'il s'agisse des jeunes de la consultation ou des jeunes de l'IJOM, nous ont fait part de leur volonté de participer davantage à l'élaboration des politiques publiques. C'est d'abord essentiel pour leur montrer que leur voix est entendue, et puis c'est aussi important pour que les pouvoirs publics portent des sujets, répondent à des préoccupations qui sont les préoccupations réelles de ces jeunes. On remettra nos propositions au gouvernement dans quelques semaines, mais voilà les trois sujets: information, orientation et la participation. Sur l'action concrète qui vous semble prioritaire à porter, vous êtes sur pas mal d'actions dans les réflexions et dans le mouvement. Quelle est celle qui vous semble vraiment fondamentale pour les prochaines années, que vous pourriez vouloir impulser en tant que président du COJ? Oui, alors clairement, je vous ai parlé de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est un sujet qu'on doit traiter, qui représente un certain nombre de risques qu'il ne faut pas mettre de côté, mais qui doit pouvoir aussi venir en appui d'un certain nombre d'acteurs des politiques de jeunesse sans les remplacer, mais pour faciliter le quotidien et surtout faciliter l'accès des jeunes à un certain nombre d'orientations. C'est aussi un enjeu de justice sociale et de lutte contre les inégalités, de permettre à tous les jeunes d'avoir accès aux informations et aux dispositifs qui sont faits pour eux. Donc une action forte autour de l'IA. Merci beaucoup, Président. Elno Herrier à vos côtés. Je vous laisse allumer votre micro. Donc vous êtes membre du CESE et vous êtes président du groupe des organisations étudiantes et des mouvements de jeunesse. Vous avez été nommé en avril 2021, donc quelques années déjà que vous siégez. Le CESE donc conseille le gouvernement et le Parlement. Est composé donc de représentation des organisations de la société civile. Ça fait 15 ans que des jeunes siègent au CESE. Vous êtes donc 4 à échanger, discuter sur ces questions. Quels sont les éléments clés qui ressortent quand vous discutez ? Déjà qu'il y a beaucoup de problématiques qui non seulement concernent les jeunes, mais où les jeunes ont de quoi s'exprimer. Comme vous le disiez, ça fait 15 ans maintenant, même si je ne l'avais pas noté moi-même, qu'on existe au CESE, alors que le CESE, comme beaucoup d'institutions de notre République, existe depuis souvent plus de 100 ans. Donc on voit que l'intégration, la prise en compte, l'organisation de la parole, elle est pas encore tout à fait effective, mais pour répondre plus clairement à votre question, on parle de sujets. Déjà, on n'est pas que 4 à échanger entre nous, on échange bien entendu entre nous, on établit des stratégies entre nous, et c'est pour ça que la constitution d'un groupe est important, mais c'est surtout l'échange avec les 175 autres conseillers et conseillères dans les commissions, dans les plénières, où il y a une importance. Et ces sujets, ils sont aussi
directement concernant les jeunes que l'environnement, que les inégalités sociales, que l'égalité et la lutte contre les discriminations, que la précarité, que aussi s'adapter, et c'est aussi l'objectif de ce groupe, de porter une parole avec un angle jeunesse, puisque comme ça va sûrement être répété, mais il y a des jeunesses, il n'y en a pas qu'une, et on n'a pas vocation d'ailleurs, on n'a pas la prétention en tout cas de toutes les représenter, et c'est très difficile de toutes les représenter dans l'état actuel de l'organisation de notre société. Mais c'est voilà, comment est-ce qu'on arrive à apporter ce prisme, à apporter ces visions que nos groupes, nos organisations représentent dans tous les sujets que comporte la société. Quand vous l'évoquez avec l'ensemble des membres du CESE, quels sont les enjeux qui sont repérés? Qu'est-ce qui fait consensus? Les sujets sur lesquels vous sentez qu'il y a un vrai sujet de discussion pour avancer? Consensus, je ne sais pas, mais qu'en tout cas, il y ait une meilleure prise en compte transversale dans toutes les politiques publiques de la jeunesse et de la voix des jeunesses. Ça nous semble commencer à faire du chemin. Il y a 2 ans maintenant, en 2023, on a réussi à faire débattre. Certains étaient d'ailleurs invités à un événement au CESE sur les politiques jeunesse structurantes et adaptées aux enjeux du XXIe siècle, qui a donné lieu à une résolution, du coup, que j'ai avec moi, qui fait que le CESE s'est dit maintenant, il faut qu'on arrive à prendre en compte ce prisme, même sans que ce soit le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse, dans tous les sujets. Parce que qu'est-ce qu'on avait fait, nous, quand on fait un peu le bilan de ces 15 dernières années, on avait repris un peu les travaux du CESE, et souvent, quand on parle jeunes et quand on parle enfance, puisqu'on a aussi un plaidoyer enfance dont je dirais quelques mots, pour faire le lien avec la première table ronde, les enjeux enfance, les enjeux jeunesse, c'était souvent à 90% le prisme de l'éducation. C'est quand on parle éducation nationale, enseignement supérieur, un peu loisir, entre guillemets, et 90% des préconisations ou des moments où on aborde les questions enfance et jeunesse, c'était là-dessus. Clairement, il y avait des progrès à faire, ça fait partie de la résolution, et on estime que sous cette mandature, on a fait quelques pas. Je le disais, c'est mettre le sujet enfance dans les politiques publiques et au CESE. Au CESE, on le disait, ça fait 15 ans qu'il y a des jeunes, un groupe jeune au CESE. Il n'y a pas, à part la CNAPE, je crois, d'organisation représentant les intérêts de l'enfance, en guillemets, en France, qui soient représentés. Donc nous, c'est comment est-ce qu'on porte un plaidoyer aussi. Plusieurs sujets ont vu le jour. Les VARS, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, la protection de l'enfance, les 1000 premiers jours de l'enfant, en ce moment la santé mentale des jeunes. C'est un plaidoyer, c'est une stratégie qu'on a pour essayer de mettre en valeur et mettre le plus en plus en place dans les politiques publiques ces sujets. Donc c'est la force du plaidoyer sur le secteur enfance notamment qui vous aide à porter ces messages-là? La force du plaidoyer, le fait qu'il y ait des dynamiques, alors au-delà du jeu de mots avec la dynamique pour les droits de l'enfant, mais des vraies dynamiques dans la société qui se font sur ces sujets, avec des structures, des associations, des pouvoirs aussi, parfois publics, qui essayent de mettre des choses en place, qui en effet nous aident, nous, à pouvoir, bien entendu, avoir cette légitimité, cette cohérence. Il faut aussi avoir du fond, et ce fond, il se développe grâce à toutes ces structures, et nous, on essaye, bien entendu, de porter une partie de ces voix-là tant qu'elles ne sont pas directement représentées. Un mot sur les enjeux jeunesse également? Alors sur les enjeux, je vais pas faire très original sur le premier, puisque en improvisant, j'en trouve 2 au final, mais c'est la parole, et là je mets lien transversal, la parole enfance-jeunesse. En fait, quand on est actif, quand on ne subit pas les choses, quand on nous donne la possibilité de nous exprimer, de participer, de construire les politiques publiques, en fait, puisque ça a déjà été dit à un certain nombre de reprises, donc je vais pas y revenir totalement, mais c'est de dire que quand ça se fait, ça marche. C'est globalement, on le faisait avec santé mentale des jeunes. On voit avec nous notre démarche, enfin notre groupe est l'un des groupes les plus actifs au CESE. Donc c'est pas une question d'âge, pour ne pas citer certains, ou d'expérience qui font qu'on ne peut pas y arriver. Au contraire, c'est que dès qu'on y arrive, dès qu'on leur donne la parole, et clairement, ça marche, et oui, ça peut emmener un peu plus de difficultés puisqu'il faut réfléchir à les dispositifs, ça peut emmener de la conflictualité parce que les intérêts sont pas tout le temps convergents, mais en réalité, c'est utile. On se disait à l'initiative de santé mentale des jeunes que la participation des jeunes nous a amené à réfléchir comment est-ce qu'on pouvait la favoriser au mieux, mais en fait, c'est plein de choses qu'on pourrait faire pour la participation citoyenne des adultes
qui pourrait faciliter cette participation citoyenne aussi. Donc voilà, c'est une chose classique. Et une chose un peu moins classique, peut-être plus concret par rapport au municipal dans un an aussi, c'est comment est-ce que, à leur niveau et quand ça dépend d'eux, le soutien aux métiers, aux structures qui font du lien, notamment intergénérationnel ou social, peut être soutenu financièrement, peut être valorisé, peut être coordonné au niveau des territoires. Il me semble qu'il y a un vrai enjeu là-dessus, on en parle dans plusieurs avis au CESE, mais ça pourrait être aussi quelque chose à développer. Donc un bon tour d'horizon des enjeux enfance que vous avez repérés, jeunesse que vous avez identifié, sur l'action un peu forte qui vous semble nécessaire de porter, peut-être une enfance et une jeunesse si on veut garder ce double regard, ou alors une globale sur l'enfance et de la jeunesse. Est-ce que vous avez des réflexions, j'imagine? Je ne vais pas prendre beaucoup plus de temps, c'est un peu ce que je venais de dire sur la prise en compte de la parole et la co-construction des politiques publiques avec une meilleure mise en lien, oui. Mais surtout au niveau des territoires, comment est-ce qu'il peut y avoir un soutien, un vrai rôle de coordonnateur et même parfois de moteur dans comment est-ce que ce lien intergénérationnel, ce lien social peut se faire. Enfin, souvent c'est là que ça joue et je pense que les municipalités, mais au milieu des collectivités territoriales, ont tout leur rôle à prendre et peuvent améliorer les choses. Ce qui fait le lien avec l'activité de l'ANASEJ et avec le projet de se projeter sur les élections de mars l'année prochaine. Merci. Sarah Biche, vice-présidente politique jeunesse au CNAGEP, donc le comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire. 70 mouvements nationaux, ça représente près de 100 000 associations locales. Alors là, vous avez de la matière aussi qui vous remonte. Comment vous synthétisez tout ce qu'on vous fait remonter? Oui, tout à fait. Il y a énormément de choses qu'on pourrait dire, mais on va plutôt se livrer à un panorama un peu général sur le regard qu'on a des politiques de jeunesse de manière large. C'est que le constat, c'est que la jeunesse, on l'érige publiquement comme une priorité. C'est quelque chose qui n'est pas tu médiatiquement, c'est beaucoup de politiques. On veut dire que la jeunesse est une priorité, mais pourtant, les politiques de jeunesse, elles sont fragmentées, elles sont sectorielles, et elles sont en partie déconnectées des réalités qui sont vécues par les jeunes. Pourtant, on pourrait se dire que les politiques de jeunesse des 15-25 ans, c'est ce qui était mis en avant par la Cour des comptes, c'est 2% du PIB en termes d'investissement. Donc c'est quelque chose qui existe, mais c'est quelque chose qui n'est pas efficace parce qu'on a un empilement de dispositifs au lieu d'avoir une vision transversale de ces politiques de jeunesse qui est nécessaire. Et ça vient notamment d'une image fantasmée d'une jeunesse qui serait unique, qui aurait des appétences et des besoins qui sont similaires, qui est alimentée par, si on est honnête, un certain agisme, un certain mépris de ces jeunes qui amène à une ignorance de leurs problématiques. Et ça vient notamment d'une gouvernance qui est peu lisible dans la manière dont sont gouvernées ces politiques de jeunesse, avec des rôles des collectivités du gouvernement et des ministères qui ne sont pas très lisibles sur toutes les thématiques. Et pour donner un exemple un peu chiffré, les comités interministériels de la jeunesse, en 42 ans, il y en a eu 3. Ce qui donne un peu à voir de l'efficacité des politiques interministérielles aussi pour gouverner ces politiques de jeunesse. Si je parle de ça, c'est notamment parce que effectivement le CNAGEP, c'est une coordination d'organisation et que les associations de jeunesse et d'éducation populaire, elles représentent un levier de proximité et d'expertise qui sont centrales pour justement montrer ces problématiques de terrain. Et c'est notamment grâce à elles qu'on arrive à avoir une force collective et que les propositions des jeunes, elles peuvent être portées dans le débat public. Ce constat général de cette désorganisation et des politiques de jeunesse qui ne sont pas transversales, ça a des conséquences qui sont fortes, notamment sur les inégalités qui sont persistantes, les inégalités au niveau de la pauvreté, des inégalités sociales, territoriales, des inégalités de genre, des inégalités vis-à-vis des gens en situation de handicap, un taux de NEET dans la population. Donc toutes ces inégalités, elles sont aussi le résultat et le symptôme de la manière dont sont gouvernées ces politiques de jeunesse et un petit peu en incohérence avec la manière dont on veut laisser penser dans le discours public qu'elles sont une priorité. Donc avec ces constats, vous esquissez déjà un petit peu la question suivante sur les enjeux de demain. Et face à cette inadéquation justement des politiques avec les besoins des jeunes, le but c'est de repenser l'ensemble du processus de construction. Donc en premier lieu, ça veut dire changer le regard qu'on a sur les jeunes en conscientisant la diversité de leurs problématiques et de leurs besoins. Ça veut dire avoir une approche holistique et de permettre un réel accompagnement dans le parcours de vie. Et ça veut dire prendre en compte toutes les composantes de la vie des enfants et des jeunes, l'éducation formelle, informelle, les loisirs, le logement, la santé, la culture, l'engagement, tout ce qui va avec, à travers le prisme de la singularité de chacune de leurs situations. Et ça ne peut pas se faire sans, je vais le redire encore une fois comme mes camarades, une réelle consultation et une co-construction avec les jeunesses. Et donc dans les enjeux, nous on a notamment un outil important qui n'est pas assez mobilisé, c'est le dialogue structuré territorial.
qui s'appuient notamment sur les CRAGEC et qui garantissent de l'écoute, du débat long, qui permet de faire vivre la contradiction, et on en a besoin, d'espaces de dialogue structurés avec du débat encadré dans la bienveillance, et ça évite aussi d'avoir des mesures qui sont déconnectées des jeunes. Et ça permet de sortir de la logique justement de dispositifs. Et je parle de ça parce que dans les enjeux, il y a la question de qu'est-ce qui vient après ces dispositifs structurés, qu'est-ce qui vient après le débat avec les jeunes, et qu'est-ce qu'il en est de ce principe de redevabilité aussi des politiques derrière. On a consulté les jeunes, on leur a dit qu'on devait les écouter, qu'ils devaient être proactifs, qu'ils doivent être des citoyens, qui s'engagent, etc. On crée des dispositifs, le dialogue structuré c'est inscrit dans la loi, mais derrière, qu'est-ce qu'il en est de ce qu'on redonne à donner aux jeunes dans l'écoute et dans la légitimité, dans la prise en compte de leurs besoins. Donc nous, on veut vraiment insister, l'enjeu c'est à la fois de faire vivre ces dispositifs, de les améliorer, de financer des AGEP qui les font vivre aussi à leur juste valeur, mais aussi d'être redevables en tant qu'État, en tant que gouvernement, en tant que personnes qui construisent des politiques publiques, de ce qu'on redonne aux jeunes derrière de leurs propositions. Sur les actions fortes à porter, dans le projet de votre structure, il y en a 3 qui semblent vraiment essentielles. Peut-être en dire un mot rapidement, puis en insister sur une particulièrement. Alors, il y en aura même 4, c'est divisé en 4. 2, mais on va dire que ça fait 3. Pour être un peu synthétique, effectivement, déjà, il faut évaluer les politiques publiques de jeunesse. Si on veut être structurant, il faut qu'on puisse avoir un réel regard sur ce qui impacte les jeunes. Et pour ça, nous, il y a une proposition qui est simple, c'est le recours obligatoire et systématique à la clause d'impact jeunesse pour tous les projets et propositions de loi et tous les textes réglementaires. Ce qui est déjà une bonne base pour contraindre finalement la consultation et la construction avec les jeunes. Ensuite, le deuxième enjeu qui, lui, peut se synthétiser en 3 priorités, c'est permettre l'émancipation et la vie digne des jeunes. Et ces 3 propositions, elles viennent de groupes de travail qui ont été menés avec des jeunes et des organisations. Pour permettre l'émancipation de la vie digne, la question de la précarité, elle revient énormément. C'est un petit peu finalement une condition nécessaire à envisager beaucoup d'autres thématiques. Et pour ça, il y a la question de l'ouverture du RSA pour les moins de 25 ans, sans condition d'activité obligatoire, et en attente d'un revenu minimal stable dès 18 ans pour les jeunes sans ressources. La question du développement de la gratuité des transports en commun et des aides significatives à la mobilité pour casser ces barrières et ces différences territoriales aussi. Et la question de la réforme systémique des bourses étudiantes. Et si on insiste sur cette proposition, c'est aussi parce que elle se construit au regard de difficultés très spécifiques des étudiants et ça va dans un cadre plus global de comment on conçoit les jeunes dans la société. Nous, ce qu'on porte au CNAGEP, sur cette réforme des bourses, c'est notamment le fait qu'elle soit défamilialisée. C'est-à-dire qu'on considère que le jeune est un citoyen à part entière quand il fait des études et que ce n'est pas l'enfant de ses parents. Il n'est pas dépendant de son cadre familial, c'est un citoyen à qui l'État doit donner les capacités et les ressources pour pouvoir s'émanciper par l'enseignement. Ça passe évidemment par le fait d'avoir des actes qui sont territorialisés et qui prennent en compte tous les besoins des jeunes dans leur globalité. Mais voilà, c'est déjà dans l'attente de politiques publiques qui doivent être cohérentes et adaptées et dans la continuité des enjeux systémiques qu'on a donnés juste avant, ces mesures-là qui sont très paramétriques, elles permettent à minima de répondre à des urgences et justement de pouvoir concevoir une vie digne et des conditions de vie qui permettent la participation de ces jeunes dans le futur. Merci beaucoup. On a déjà des regards très différents, enfin à la fois beaucoup de similitudes et des regards par vos activités vraiment intéressants. On va compléter avec David Cluzot, qui est directeur général d'Exopé, organisation professionnelle de l'éducation populaire. C'est 14 000 structures adhérentes, 100 000 salariés. C'est intéressant parce que vous aussi, ces 100 000 salariés, c'est autant de remontées de terrain que vous avez. Et puis vous avez une grande étude qui est en cours, dont vous allez dévoiler prochainement les résultats. Est-ce qu'il y a déjà quelques éléments que vous pouvez partager avec nous qui peut peut-être alimenter cette première question qui est le regard que vous portez aujourd'hui un peu sur le constat? C'est bon. Merci. Merci beaucoup. Donc vous avez remarqué que je suis le vieux de la table ronde, donc je vais prendre un angle un petit peu différent, mais pas parce que je suis vieux, juste parce que je vous parlais plutôt potentiellement d'éducation populaire. Mais c'est intéressant, c'est-à-dire de dire comment les associations d'éducation populaire mettent en œuvre les politiques de jeunesse. Et aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Donc, comme vous le disiez, on a lancé une étude parce que, je crois, dans la table ronde précédente, la question des moyens a été posée. Donc, nous aussi, on se pose aujourd'hui la question des moyens de mener des politiques de jeunesse et d'éducation populaire sur l'ensemble du territoire. Et on nous renvoie en permanence l'idée, ça se traduit dans les faits, que nous sommes assez facilement des variables d'ajustement budgétaire. Oui, une assoce, c'est assez facile, on raye, une politique, c'est assez simple. Donc on a essayé d'engager une
étude pour mesurer, c'est à la mode, mais on essaie de le faire bien, les impacts de l'éducation populaire dans la société, ses impacts économiques, puis d'une manière générale dans la vie des gens. Elle n'est pas tout à fait finalisée, donc je vais vous livrer quelques éléments qu'on a essayé de repérer, dans cette étude. Donc, je voudrais juste dire un truc par rapport à la dimension intergénérationnelle. L'éducation populaire est particulièrement intergénérationnelle. C'est-à-dire qu'on la lie souvent à la question de la jeunesse, mais quand on parle d'éducation populaire, c'est des politiques qu'on met en œuvre ou de l'accompagnement qu'on met en œuvre du plus jeune âge jusqu'au plus vieil âge, puisque l'idée, c'est bien de partager des dynamiques d'engagement, des dynamiques de pratique démocratique ou d'émancipation. L'EduPop, c'est notre entrée aujourd'hui, c'est de dire que c'est d'abord un pilier économique important sur les territoires qui est assez méconnu, mais qui est aussi en péril. C'est une part importante de l'économie de notre société. L'éducation populaire, c'est 1% du PIB français. On peut penser que c'est peu, mais 1% de toute l'activité économique française, c'est assez important. C'est aussi 467 000 salariés quand on regroupe l'ensemble, c'est-à-dire 2 fois plus que le secteur agricole. Et c'est 430 000 associations. Donc c'est une force économique assez silencieuse, et nous l'idée c'est de le mettre aujourd'hui en visibilité justement pour qu'on ne soit plus des variables d'ajustement budgétaires. Et par ailleurs, c'est contrairement à ce qu'on peut penser, un modèle économique qui est relativement vertueux, puisque les assos d'éducation populaire se financent à hauteur de 73%. Les subventions publiques, c'est 27%. Et elles sont nécessaires, absolument nécessaires, notamment pour mettre en œuvre toutes les dynamiques d'innovation sociale sur l'ensemble du territoire. C'est nécessaire et c'est vital. Si jamais les soutiens publics ou les concours publics au monde de l'éducation populaire s'effritent, au fur et à mesure, de manière un petit peu progressive, par érosion, l'EduPop va disparaître comme elle est construite aujourd'hui. L'éducation populaire aussi, c'est sans doute, de notre point de vue, et vous venez de le démontrer, un rempart face aux fractures sociales, si on arrive à la mobiliser correctement. D'abord, c'est un des derniers espaces de mixité sociale dans une société qui se fragmente. C'est-à-dire l'EduPop, par nature, elle est ouverte à tous. 7 Français sur 10 vont la fréquenter, vont avoir un parcours d'éducation populaire dans leur vie. Ils vont être dans une association d'EduPop, une association sportive, une association de jeunesse, partir en colonie, etc. C'est donc assez précieux pour éviter la balkanisation de notre société. C'est aussi, et pour le coup, très clairement, la NACEJ le prouve dans l'ensemble de ses actions, c'est un antidote démocratique face à la montée des extrémismes. D'abord, par la pratique de la délibération, par la pratique du dialogue, par la pratique de la controverse sereine, respectueuse, c'est important. Et ça se constate ensuite dans la vie des gens, puisque quand on a eu un parcours dans l'éducation populaire, on est 3 fois plus nombreux à s'engager politiquement ou syndicalement ou dans le secteur associatif. Par exemple, 50% des personnes qui sont passées par l'EduPop s'engagent dans une association, contre 15% pour ceux qui n'y sont pas passés. Donc la différence, elle est assez fondamentale. 75% de ceux qui sont passés par l'EduPop vont voter systématiquement à toutes les élections. Ça a aussi du sens. Et je crois que c'est important de pouvoir se le redire. Donc maintenir ce qu'on est en capacité de faire dès l'enfance avec les politiques de jeunesse, c'est aussi lutter contre la désagrégation du lien social. Je vais aller vite, je vais prendre 3 quarts d'heure. Mais c'est aussi ensuite dans la vie quand on devient professionnel, c'est la capacité à mieux s'insérer dans le monde du travail, d'être passé par l'éducation populaire. C'est la garantie souvent d'avoir une meilleure formation et accès à des diplômes de meilleur niveau. C'est la capacité à mieux organiser ses mobilités professionnelles ou ses transitions professionnelles dans sa carrière. C'est encore l'EduPop, des acteurs qui s'inscrivent complètement dans les territoires et qui vont venir travailler dans les territoires qui sont délaissés, à la fois dans les quartiers urbains, mais aussi dans les zones rurales les plus éloignées. L'EduPop, les associations de jeunesse et d'éducation populaire sont présentes partout sur l'ensemble du territoire, à tel point d'ailleurs que l'EduPop, c'est entre 1 et 2,5% de l'emploi selon les territoires en France. Enfin,
c'est aussi, et c'est important d'avoir en tête, un amortisseur social face aux crises à venir. Aujourd'hui, l'éducation populaire, c'est d'une certaine manière un acteur économique, mais c'est une réponse au pacte social et éducatif. Ne plus avoir de propositions qui sont mises en œuvre par les acteurs d'éducation populaire sur le champ de la petite enfance, sur le champ de l'enfance, sur le champ de la jeunesse, c'est organiser d'une manière insidieuse une rupture dans le pacte social. C'est renvoyer la prise en compte des plus fragiles directement dans la solidarité familiale et plus simplement dans la solidarité nationale. Ce qui veut dire une perte économique très claire. Si jamais il n'y avait plus, par exemple, d'accueil de loisirs en France, c'est 70 milliards d'euros de coûts supplémentaires pour la société. Donc c'est assez gigantesque. Mais c'est aussi une question tout à fait sociale, puisque s'il faut demain travailler autrement tout ce que vous faites et tout ce que nous faisons autour des politiques de jeunesse et d'éducation populaire, ça veut dire réintégrer ça dans une dimension plus familiale. Potentiellement, si je prends juste l'accueil du jeune enfant, garder les enfants à la maison. Et si on garde les enfants à la maison, je fais le pari que ce n'est pas les hommes qui vont le garder, mais ce sont les femmes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est un vrai retour en arrière si on n'est pas capable de préserver tout ce que l'éducation populaire a construit. Et enfin, deux choses, c'est quand même l'un des derniers espaces non marchands. Aujourd'hui, on a réussi, je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, on a réussi à protéger l'éducation populaire parce qu'on investit des pratiques associatives et que finalement, c'est un des endroits où on arrive à lutter contre la marchandisation intégrale de l'éducation et de la culture. Donc on lutte contre l'appauvrissement très clairement du modèle social et globalement de la population. Donc c'est aussi quelque chose à préserver, d'autant plus qu'on n'a pas de plan B. Demain, s'il n'y a plus les associations de jeunesse, d'éducation populaire, s'il n'y a pas de plan B, ça ne fonctionnera pas. Vous imaginez, vous, ChatGPT qui a le BAFA et qui s'occupe de vos enfants? C'est une vraie promesse d'avenir, au-delà des écrans. Et au-delà de la blague, je pense que c'est un vrai danger auquel il faut que nous fassions attention. C'est tout ça que dit notre étude et sur lequel on va bien évidemment communiquer largement dans les mois qui viennent avec des perspectives, les élections municipales, puis derrière, si on y arrive, les élections présidentielles et législatives. Donc des éléments qui renforcent la place de l'éducation populaire de manière très forte. S'il y avait une action forte à porter justement pour le renforcer encore plus, quel serait le fruit de vos travaux? Qu'on se mobilise, mais ça c'est autre chose. Ça va être du concret dans les mois à venir, parce que l'air de rien dire ce qu'est l'éducation populaire, que ça se traduise pour les élections municipales dans des projets politiques concrets, des projets de mandature, c'est pas si simple que cela. Donc on a un travail de conviction extrêmement fort à faire. Exopé est à l'origine de cette démarche-là, mais associe le TAGEP, la COFAC, le mouvement associatif, ESS France, donc d'une manière très large, et l'ensemble de ses adhérents pour se mobiliser sur le territoire, et mobiliser les élus locaux, et donc avoir un effet de connaissance et de reconnaissance des politiques de jeunesse et d'éducation populaire sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est le premier sujet. Et c'est un travail de longue haleine. 2026, 2027, et je crois que quand on regarde aujourd'hui l'état et la manière dont le monde associatif est traité par la puissance publique, peut-être par contrainte, j'en sais rien, mais en tout cas les faits sont là. Et cette nécessité de pouvoir faire et dire mieux ensemble, elle est assez impérative. Après, si on doit se dire qu'est-ce qu'on fait très concrètement, je pense qu'aujourd'hui, du point de vue d'Exopé en tout cas, sur la question des politiques éducatives, il y a quelques petites choses qui ne sont pas obligatoirement difficiles à mettre en œuvre, mais qu'il faudrait que nous arrivions à systématiser. Par exemple, comme la question des projets éducatifs de territoire. Inscrire, construire et travailler des projets éducatifs de territoire partout. Ça, aujourd'hui, ça n'a rien d'obligatoire. D'ailleurs, je pense que le fait de le rendre obligatoire n'est certainement pas une bonne chose, mais en tout cas, convaincre que des projets éducatifs de territoire rénovés peuvent se mettre en place sur l'ensemble, à toutes les mailles locales, c'est assez intéressant parce que derrière, on inscrit la question de l'engagement, on inscrit la question des politiques éducatives et on mobilise tous les acteurs et toutes les parties prenantes en commun et au même moment sur un projet qui est partagé. Deux autres choses. Sans doute un jour, il faudra qu'on réfléchisse sur la question des compétences qui sont dédiées aux collectivités territoriales. Aujourd'hui, la compétence jeunesse n'existe pas. Elle est partagée. Donc si elle est partagée, elle est diluée. Et souvent, on se renvoie un petit peu la balle. Donc c'est un sujet à aborder. La compétence jeunesse, ça veut dire quoi? Qui la prend en main et qui finalement arrive à structurer les politiques jeunesse. De la même manière qu'il n'y a pas de loi nationale qui vienne parler de la jeunesse en tant que telle. Il y a des bouts de jeunesse un peu partout, mais une loi cadre qui vient aborder la question de la jeunesse n'existe pas. Et enfin, si on avait un vrai rêve, c'est d'avoir cette loi-là sur la jeunesse et l'éducation populaire. Il y a quelques projets aujourd'hui qui sont portés, notamment avec le CNAGEP, et peut-être aussi, comme on a pu le faire,
et mon organisation y a œuvré il n'y a pas longtemps, puis plein d'autres ici, c'est la création du service public de la petite enfance. Ça serait sans doute pas une mauvaise idée de réfléchir à un service public de la continuité éducative. Comment, d'une manière volontariste, nous nous engageons dans la mise en œuvre de la continuité ou de la complémentarité éducative avec l'ensemble des acteurs qui sont concernés. Comment on s'en donne les moyens et comment on systématise un petit peu l'ensemble de cette problématique qui est parfois un peu ignorée. Merci beaucoup et merci à vous quatre pour vos interventions. On va faire le même exercice que tout à l'heure avec prise de parole dans la salle si vous le souhaitez pour soit questionner nos intervenants, soit apporter un témoignage de votre territoire, de vos expériences de professionnels ou d'élus qui souhaitent s'exprimer sur ces questions. Tenez. Bonjour, je suis Morgane Gilles, je viens de Guadeloupe. Alors, ma question est concernant la bourse. Parce que, en fait, je suis déjà en bac plus 4. J'ai plus droit à la bourse. J'avais droit à la bourse avant. Sauf que malheureusement, ma mère touche trop. Ça, c'est sûr. Mais par rapport à ça, justement, ma mère, elle me finance rien du tout. Je dois travailler pour avoir mon propre argent. Donc, je pose la question, je respire un peu. Comment, dans ma situation, comment faire pour avoir accès à la bourse? Parce que, en vrai, si je travaille pas, j'aurai pas de revenus. Donc, c'est assez compliqué d'avoir des revenus assez souvent. Merci. C'est bon. Oui, c'est typiquement, exactement pour ce genre de situation que les organisations de jeunesse portent cette question de réformer en profondeur le système de bourse, justement parce qu'aujourd'hui, pour toucher la bourse, c'est la situation de la famille de l'étudiant qui est pris en compte, donc c'est le foyer familial qui rentre dans le calcul de bourse et pas la situation propre. Ça veut dire que, quelle que soit la situation, si on a des parents qui gagnent, par exemple, trop dans les échelons, mais qui ne reversent pas à leurs enfants, ou alors tout simplement, le constat est aussi que les échelons actuellement de bourse et les revenus qui sont pris en compte ne sont pas en adéquation non plus avec le niveau de vie des familles. Donc on a à la fois des échelons qui ne permettent pas aux familles des jeunes qui ne gagnent pas assez d'argent de subvenir à leurs besoins et des conditions réelles des jeunes qui ne sont pas pris en compte. Donc l'objectif, c'est de porter le fait d'avoir une vision des bourses qui soit défamilialisée, c'est-à-dire qui ne prenne en compte que la situation réelle de l'étudiant en tant que personne, et donc de sortir de ce cadre. On est l'enfant de ses parents, et donc les parents doivent subvenir à tous les besoins, alors même que le cadre ne le permet pas. Dans les situations actuellement, pour que ce ne soit pas le revenu des parents qui soit pris en compte, il faut être dans une situation de rupture familiale, ce qui est globalement très violent pour les étudiants qui doivent y faire recours, parce qu'il faut prouver qu'on n'a soit pas de contact avec ses parents, soit intenter une action pour dire qu'on est en opposition avec ses parents parce qu'ils ne veulent pas nous financer. Donc c'est des situations qui peuvent mettre les jeunes et les étudiants dans des situations aussi psychologiques très complexes et qui sont accompagnées au quotidien, notamment par les personnels et les assistantes sociales dans les CROUS. C'est vraiment des problématiques qui sont quotidiennes. Dans les solutions, si c'est peut-être pour donner quelques pistes, il y a des aides d'urgence qui existent et des aides spécifiques annuelles et ponctuelles qui sont mobilisables pour les étudiants, mais qui ne sont uniquement mobilisables quand on va voir des personnels des services sociaux des CROUS. Donc il faut prendre un rendez-vous en amont, expliquer les situations. On est éligible quand on n'est pas boursier à des aides qui sont versées, justement soit parce qu'on ne rentre pas dans les critères d'attribution des bourses, soit parce qu'on a une situation ponctuelle qui justifie une situation de précarité. Mais globalement, cette situation-là, c'est un très bon exemple de pourquoi c'est un système qui ne fonctionne pas et pourquoi il n'est pas pensé avec les jeunes. Il est pensé comme un dispositif qui ne prend pas en compte leurs spécificités et qui va convenir à tout le monde avec un système d'échelons sur les revenus des parents et que ce n'est pas du tout à ces problématiques-là que font face les étudiants aujourd'hui. Merci pour cette réponse. Oui. Merci pour vos interventions et vous tout particulièrement, Madame, sur l'approche que vous avez eue sur les différents sujets. Moi, je m'adressais plutôt aux représentants du CESE concernant la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant. Quelle place pensez-vous pouvoir laisser aux jeunes dans cette
participation justement, puisqu'ils sont au premier chef concernés par ce sujet. Et peut-être qu'une des préconisations sera, je l'espère, un service public de la continuité éducative tel que vous le proposiez. Ce serait une des propositions. Donc voilà, la place des jeunes dans ce travail que vous pilotez. Là, je pense que jusqu'à novembre 2025 de mémoire. Voilà. Merci. Sur ce point, c'est un angle qui est pris en compte. Alors, comment est-ce qu'il va être effectué? C'est encore en cours d'élaboration et surtout, je pense qu'il faudra évaluer selon le résultat. Mais l'une des spécificités, là, qui est un des choix qui a été fait, c'est d'habitude, il n'y a eu que 2 conventions citoyennes auparavant. Il y a eu celle du climat qui a été absolument pas gérée ni de près ni de loin par le CESE, donc là le tirage au sort s'était fait, je ne sais pas exactement comment parce que je n'ai pas le détail. Par contre, la précédente et donc la dernière en date, celle de la fin de vie, était gérée et organisée par le CESE. Un tirage au sort de mémoire 170 ou 180 citoyens environ avait été fait avec certains critères bien entendu à respecter, les conditions socio-économiques, la répartition sur le territoire, etc. Pas de critères jeunes, par exemple, ou pas. Il y avait des critères outre-mer, en revanche, mais voilà, pas de critères jeunes. Là, vu le sujet, il a été pris une décision, et je pense que c'est en lien aussi avec la réussite de l'initiative qu'il y a eu sur la santé mentale des jeunes, d'intégrer un panel de jeunes de 12 à 18 ans, 20 en l'occurrence, qui ont pu participer aux travaux. Vu cette réussite, le réflexe est venu, vu que ça s'est enchaîné un peu dans le temps, de se dire pourquoi pas le faire aussi pour la Convention citoyenne. Et là encore, 20 personnes donc de 12 à 17 ans, pas de 18 ans, parce que les 18 ans peuvent être pris dans le tirage au sort global, vont être constitués, un panel va être constitué pour, là aussi, alors en parallèle avec des liens qui devront être faits, devront travailler avec les 130 citoyens majeurs, eux, qui travailleront un peu tous les week-ends de la Convention citoyenne. Donc il y a déjà cette intégration-là qui va être faite avec ce prisme mineur qui va être pris en compte. Maintenant, bien sûr, l'évaluation de comment est-ce que ça va être lié, prise en compte, sera à faire après, mais il y a au moins cette prise en compte-là, d'autant plus que, et là je fais le lien non seulement avec les problématiques enfance, mais aussi éducation populaire, diversité d'acteurs, parce que quand on parle des temps de l'enfant, on aurait tendance à croire qu'on parle temps scolaire, mais en fait c'est beaucoup de choses qui rentrent en compte, et pour le coup, cette problématique, par le CESE, mais aussi par les gens qui vont contribuer à organiser avec les citoyens les travaux. Enfin voilà, cet angle à 360 degrés des temps de vie de l'enfant, mais donc aussi de leur environnement, il est, je pense, bien dans le scope pour l'instant. On verra les résultats parce que pour le coup, s'il y a bien une convention citoyenne où la redevabilité n'est pas encore très claire, c'est sur ce sujet-là, mais ça a le mérite d'exister. On espère que ça va se passer le mieux possible. C'est vrai que ça va être un sujet important des prochains mois. Est-ce que sur ce sujet de la Convention citoyenne, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez apporter d'un point de vue éducation populaire, Exopé? Est-ce que c'est un sujet particulier pour vous? Oui, pour nous c'est un sujet majeur. On a vécu de manière plus ou moins facile la réforme de Vincent Payon. Finalement, c'est ce que Vincent Payon a voulu mettre en œuvre sur sa réforme des rythmes scolaires. Il n'a pas été jusqu'au bout de ce qu'il avait envie de faire. Sa réflexion était beaucoup plus vaste de ce qui a été ensuite développé dans le cadre de l'éducation nationale, c'est 4 jours et demi, etc. Là où c'est très très intéressant dans la démarche sur le rythme scolaire, tu as raison, ça concerne vraiment pas que l'école, ça concerne l'ensemble des parties prenantes, d'où l'intérêt aussi d'avoir des jeunes qui peuvent se pencher sur le sujet, c'est que c'est une des manières de prendre en compte, on en parlait tout à l'heure, le temps de l'enfant dans sa globalité, c'est-à-dire à 365. C'est ce dont parlait tout à l'heure Sarah Aléry. Le temps de l'enfant et des jeunes, c'est aussi le temps des rythmes de l'enfant, mais c'est des rythmes de la famille, des rythmes de l'école, des rythmes de la société. Et donc avoir cette vision globale portée dans le cadre d'une convention citoyenne, pour peu qu'elle ait, j'aime bien cette histoire de redevabilité, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer après, est-ce que la suite sera aussi bien suivi que ça a pu être sur la Convention citoyenne sur la fin de vie. En tout cas, on y aura un intérêt. Mais c'est vraiment réfléchir sur un modèle social, c'est vraiment réfléchir sur la question de l'enfance. Ça va au-delà juste de se dire est-ce que je vais à l'école le matin ou est-ce que je vais à l'école l'après-midi. C'est vraiment beaucoup plus vaste que ça. On pourrait très facilement faire le lien avec les 1000 jours, les 1000 premiers jours, etc. Donc pour nous, ça sera essentiel parce que c'est aussi le lien entre l'éducation populaire et l'éducation nationale, qui sincèrement n'est pas simple du tout à faire, mais c'est aussi plus globalement
des politiques de l'éducation nationale, des politiques de jeunesse et d'éducation populaire qui ont tendance à fonctionner un peu trop en silo. Donc du point de vue d'Exopé, pour plein de raisons, si cette convention permet de désiloter, décloisonner, apprendre à travailler différemment, vraiment ça serait une bonne idée, parce que l'air de rien. On parlait tout à l'heure de dire, pour parler des jeunes, il faut inclure les jeunes. Mais globalement, sur l'éducation populaire, si on veut en mettre en place en France des politiques d'éducation populaire, ces politiques d'éducation populaire ne pourront pas échapper à cette obligation, cette nécessité en tout cas, d'adopter des démarches d'éducation populaire, c'est-à-dire de discuter, de délibérer et de décider en commun et de répondre aux engagements qu'on a pris en commun. Donc si une convention citoyenne, et finalement c'est une démarche d'éducation populaire, peut permettre d'arriver et aboutir à ce résultat, on en sera tous évidemment extrêmement contents. Merci. Oui. Bonjour, merci. Jérôme Cole, moi je suis responsable du Conseil régional des jeunes de Nouvelle-Aquitaine. Et donc j'ai une question pour le président du COJ, puisque on a eu l'heureuse surprise il y a quelques semaines d'apprendre que le COJ, qui existe depuis 8 ans, on l'a dit, a changé un peu dans sa composition et laissé plus de place aux jeunes, puisqu'on avait 2 représentants par région. Donc on a deux représentants qui vont siéger, je crois qu'il y a une réunion qui est prévue bientôt au COJ. Donc voilà, effectivement on est forcément très, très heureux de ça, mais au-delà de ça, et je crois que la NACEJ n'y est pas pour rien d'ailleurs, je les remercie aussi, mais ma question c'est concrètement comment ces jeunes vont pouvoir peser sur les politiques jeunesse, et puis quel lien pourrait être fait aussi avec les instances de représentation au niveau régional, voire local. Merci. Bonjour, alors merci de souligner la réforme que nous avons menée ces derniers mois. En fait, moi, quand je suis arrivé en octobre dernier, quand j'ai été nommé par le Premier ministre de l'époque, j'ai découvert que au sein du COJ, sur les 108 membres de l'époque, il n'y en avait que 20% qui avaient moins de 30 ans. Alors, ça s'explique par tout un tas de sujets, qui est que le COJ a 8 ans, que les experts des politiques de jeunesse ne sont pas forcément jeunes, et ça ne les empêche pas d'apporter des contributions très utiles au rapport que le COJ produit. En revanche, ça pose quand même des questions en termes de représentation des jeunes. Clairement, et le COJ l'a fait à de nombreuses reprises depuis 8 ans, on encourage la participation des jeunes. Il fallait commencer par se l'appliquer à nous-mêmes. Et donc aujourd'hui, dans le COJ renouvelé, 50% des membres votants du COJ ont moins de 30 ans. Donc ça s'est traduit, comme vous l'avez dit, par l'ajout de représentants de tous les conseils régionaux de jeunes, mais pas que. Il y a eu à peu près 25 nouvelles associations et organisations qui ont été nommées, avec l'obligation de nommer des membres jeunes. Et c'était pas très compliqué, puisqu'à chaque fois c'était des organisations de jeunes ou des associations qui sont actives dans tout un tas de thématiques. Notre volonté, ça a été aussi d'associer des jeunes qui représentent les différentes jeunesses. C'est pour ça qu'on a ajouté des associations de jeunes ultramarins, de jeunes ruraux, de jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance, etc. Et donc pour répondre à la deuxième partie de votre question, comment est-ce qu'ils vont pouvoir avoir un impact concret sur les politiques publiques ? D'abord, à l'image comme l'ensemble des membres du COJ, ils vont pouvoir participer à toutes les réunions, pouvoir amender, proposer, être à l'initiative d'un certain nombre de rapports qu'ensuite nous portons auprès des décideurs publics. Et puis on va accorder une attention tout particulière au collège des jeunes, puisque le COJ est composé de 8 collèges et qu'il y a donc un collège des jeunes qui, grâce à cette réforme, a pris un poids beaucoup plus important au sein du COJ. On va organiser un certain nombre de réunions. Il est possible que le collège des jeunes soit sollicité de façon particulière par des membres du gouvernement ou des parlementaires pour tester un certain nombre de politiques publiques. Le tout, c'est à la fois de faire en sorte que
les jeunes, quels que soient leurs engagements, quelle que soit leur situation, puissent trouver au COJ un relais, et donc les conseils régionaux de jeunes typiquement rayonnent dans leur région, et donc on a besoin aussi de ça au COJ, d'aller chercher les préoccupations des jeunes qui parfois sont le plus éloignés de Paris, le plus éloignés des cercles de décision, et ensuite de les porter. Depuis quelques mois, on a aussi, parce que le contexte politique le veut, changé un peu notre approche en termes de plaidoyer. Jusqu'ici, le COJ remettait un certain nombre de rapports au gouvernement. Aujourd'hui, on a une démarche beaucoup plus proactive, notamment vis-à-vis des parlementaires et des collectivités qui ont aussi un pouvoir assez important en matière de politique de jeunesse, notamment à quelques mois des municipales. Merci à vous quatre. Je propose qu'on en reste là sur cette table ronde pour ouvrir la troisième. On peut vous applaudir. Merci beaucoup.